Les négociateurs américains viennent de se poser à Moscou. L'avion vient tout juste d'arriver. Ces négociateurs américains qui portent ce projet de cessez-le-feu de 30 jours qui a été approuvé, proposé par les États-Unis. On va tout de suite aller en Russie retrouver notre correspondant Jean-Didier Revoin. L'avion vient de se poser. Quelle est la suite du programme? Est-ce qu'on a des informations, Jean-Didier, là-dessus? Alors, on n'a pas d'informations précises sur qui vont rencontrer les émissaires américains envoyés par Donald Trump. Dmitri Peskov s'est tout de même exprimé pour signaler que, évidemment, il se réjouissait de discuter des détails du plan de paix conclu à Jeddah entre Kiev et Washington, mais que d'un autre côté, que Moscou ne s'expliquerait pas publiquement avant qu'il soit parvenu à un accord, une discussion concrète sur ces détails. Et dans l'intervalle, on voit mal la Russie accepter une paix, une trêve de 30 jours de façon assez rapide dans la mesure où Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes de libérer la région de Koursk des forces ukrainiennes qui s'y trouvent encore. Cela fait penser plutôt au fait que la Russie cherche à exercer de la pression sur les émissaires américains pour essayer d'imposer une trêve ou un cessez-le-feu qui la satisfasse, dans la mesure où on sait que les ambitions de Moscou sont de conclure un cessez-le-feu une fois qu'un accord global sur la situation aura été conclu, ce qui exclut par définition toute trêve temporaire, comme Kiev et Washington ont décidé à Jeddah. Didier, en plateau, Paul Gogo et Patrick Sauce. Paul Gogo, un cessez-le-feu en l'état de 30 jours, pas sûr que le format actuel lui convienne particulièrement à Vladimir Poutine, c'est ça? Non, il y a le fond en plus, et puis il y a la forme. Là, clairement, l'objectif des Américains, c'est de porter une sorte de pression, et même rejoint par les Ukrainiens et les Européens, c'est de porter une sorte de pression sur Vladimir Poutine. Et on sait à quel point Vladimir Poutine déteste agir sous la pression, et surtout une pression qui viendrait de l'extérieur. Donc, le Kremlin a plein d'outils parfois pour accepter les choses sans avoir l'air de les accepter. C'est pour ça que je dis ça, parce que ça ne veut pas dire pour autant que Vladimir Poutine va tout refuser. Mais en tout cas, j'imagine mal Vladimir Poutine nous dire ce soir j'accepte tout, merci les Américains d'avoir fait tout ça. Donc, quelle est l'hypothèse selon vous, vous qui êtes correspondant également à Moscou, qui connaissez bien la politique russe, les façons d'agir de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il devrait proposer, dire aux Américains aujourd'hui selon vous? C'est vraiment très compliqué à savoir, parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les Russes exigent encore des choses, que la seule réaction de Vladimir Poutine qu'on ait eu finalement, c'est Vladimir Poutine en treillis dans une base militaire de la région de Koursk, et que clairement, il n'y a pas la moindre volonté de concession de la part du Kremlin. La ligne dure, les gens autour de Vladimir Poutine ont passé leur journée hier à expliquer que si on donnait 30 jours de paix à l'Ukraine, en fait, elle allait se réarmer, parce qu'ils sont tous convaincus maintenant en Russie, depuis avant-hier, qu'en fait, il y avait un piège, que Donald Trump n'est pas tant que ça sur la ligne du Kremlin, et qu'il le craignait depuis longtemps. Et le jour est arrivé, les États-Unis vont retourner leur veste et en fait vont utiliser 30 jours de paix pour renforcer l'armée ukrainienne, qui ensuite pourra réattaquer la Russie. Donc il y a une grosse méfiance qui s'est réinstallée aujourd'hui en Russie, et c'est déjà ça certainement que les émissaires américains vont devoir combattre. Ils vont devoir rassurer les Russes dans un premier temps. Ils ont quel moyen de pression, les Américains? On a refait ressortir un son de Donald Trump hier. Là encore, il y a un petit changement de pied. Il y va un petit peu, Donald Trump. Il dit on a les moyens de leur faire peur quand même aux Russes. On écoute Donald Trump. J'espère que cela ne sera pas nécessaire, mais bien sûr qu'on peut faire pression sur la Russie. Oui, bien sûr, on pourrait faire des choses qui ne seraient pas très plaisantes, des choses sur le plan économique, financier. Je ne veux pas le faire, bien sûr, car moi, ce que je veux, c'est la paix. Mais dans un sens économique, bien sûr qu'on pourrait faire des choses qui seraient dévastatrices pour la Russie. Mais je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Nous voulons la paix et on est proche de quelque chose. Peut-être une forme de pression financière. C'est crédible, ça, avec Vladimir Poutine Alors, c'est crédible de la part de Trump, parce que ça fait partie des leviers qu'il comprend le mieux. Après, vous avez compris que dans ce vocabulaire décousu, on y distinguait une ambiguïté stratégique. Vous êtes gentil, décousu. Oui, mais ça reste quand même de l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, oui, on est capable de faire quelque chose sur le plan économique, financier. C'est pas la première fois. Hein. Il avait parlé de sanctions possibles contre la Russie après la campagne de bombardement
bombardements contre l'Ukraine il y a quelques jours. Et il s'était montré assez dur là-dessus. Mais encore une fois, on est dans un format totalement inédit de la part des Américains. Rappelons en 2 mots quand même le profil de Steve Witkoff, qui était son partenaire de golf en août dernier lorsqu'il y a eu cette tentative d'assassinat à West Palm Beach. C'était, oui, à la mi-août, si je me souviens bien. C'est un promoteur immobilier qui ne connaissait absolument rien à la diplomatie et c'est lui qui gère en ce moment les négociations avec Vladimir Poutine, c'est bien ça? Oui, lui dont le titre est envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient. Il arrive en direct de Doha. L'avion, il a fait Doha jusqu'à un aéroport au sud de Moscou. Mais il se trouve qu'il a été tamponné diplomate par Donald Trump parce que c'est vrai, il a réussi à mettre la dernière main à l'accord entre Israël et le Hamas, qui n'est pas encore fini. Là, on est en cours de négociation pour la seconde phase. Et Donald Trump fonctionne comme ça, alors même qu'il y a une diplomatie qui a la voix de Marco Rubio, que j'évoquais dès hier, mais qui est une voix un petit peu parallèle. Mais donc, comment ça va se passer dans le bureau? Il a déjà, pardonnez-moi, Steve Witkoff, il a déjà rencontré Vladimir Poutine. Oui. Ils se connaissent quand même. Ils ont déjà eu un premier contact. Enfin, oui, ils se connaissent, ils ont déjà eu ils ont déjà eu un premier contact. Mais vous savez, on peut connaître parfois les relations des uns et des autres, mais là, on est dans quelque chose, encore une fois, de totalement inédit. Et évidemment, ça dépendra aussi de ce que va dire Vladimir Poutine cet après-midi. Je rappelle, le principal événement de sa journée, c'est un entretien, une rencontre avec Loukachenko, le président biélorusse. Il y a une conférence de presse qui est prévue à 14h, et ça me plaît toujours de l'exprimer, Paul connaît ce vocabulaire. Si on lui pose la question, le président Poutine répondra sans problème à la question ukrainienne. Donc on verra, au-delà du message qui a été évoqué à l'instant d'un Vladimir Poutine en treillis, qui est en train de reprendre Koursk. On peut aussi, la carte est toujours visible sur notre plateau. Vous voyez cette petite enclave. La principale position dans cette enclave vient d'être reprise par les Russes. Donc vous comprenez bien que il a encore quelques jours devant lui, Vladimir Poutine, avant de dire oui, peut-être, ou on va peut-être regarder cette proposition de trêve. Je m'arrête effectivement un instant sur cette carte, Paul Gogo. L'idée la plus probable, c'est qu'ils disent laissez-moi reprendre ce bout-là de l'Ukraine et derrière, éventuellement, je suis prêt à négocier quelque chose. Oui, et les Américains seraient certainement d'accord pour ça, parce qu'en fait, c'était surtout une sorte de rêve, pour ne pas dire fantasme, des Ukrainiens, que de dire on va réussir à occuper une petite partie du territoire russe et on le mettra dans la balance ensuite pour les négociations. Vladimir Poutine a toujours tenu à montrer qu'il ne prenait pas ça au sérieux, que le jour où il allait vouloir reprendre cette région, il le ferait. Il a essayé plusieurs fois, notamment avec l'aide des soldats nord-coréens. C'était évidemment pas si simple que ça. Mais là, visiblement, oui, Vladimir Poutine a pour objectif, d'ailleurs il l'a dit clairement, de reprendre cette région au plus vite pour retirer ça des négociations. Et ce sujet-là, c'est une question c'est une question territoriale, quoi. Donc ça implique aussi que si on en arrive assez rapidement, et ce sera certainement le cas, ou peut-être que ça viendra après le cessez-le-feu, je ne sais pas, mais à des débats sur les questions territoriales, l'Ukraine n'a vraiment pas grand-chose dans la balance pour peser finalement. Vous avez une question, je crois, oui, c'est ça justement, c'est une question d'un téléspectateur Stéphane qui demande que pourra encore négocier l'Ukraine si elle perd la région de Koursk. C'est les fameuses cartes dont parlait Donald Trump, elle en a pas beaucoup. Si elle perd celle-là, qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose. C'est une bonne question, hein. Oui, non mais alors, comme vient de le dire Paul, ça n'a jamais été... Est-ce que c'est grave de perdre Koursk? Alors, il y a 2 choses. Sur le plan territorial, non. Sur le plan symbolique et sur le plan du moral, et du timing. Oui, c'est vraiment difficile, sachant que, comme vient de le dire Paul, ça n'a jamais été pris au sérieux par Vladimir Poutine sur les questions territoriales. Il est encore clair, ça a été redit hier, notamment dans des plans, je dirais, ou des annonces diffusées sur l'agence Reuters. La question territoriale, c'est les oblasts qu'on a pris. Ils restent chez nous. Ils sont à nous, d'ailleurs, en toute légitimité, puisqu'il y a eu des référendums et que les gens ont totalement spontanément préféré avoir le passeport russe que le passeport ukrainien. Je le fais avec de l'ironie, mais on est dans le narratif, on est vraiment dans le narratif totalement en miroir des Russes. Et puis pour le reste, pas de troupes étrangères à l'Ukraine sur le sol ukrainien. Donc là, je vois pas tellement comment on va pouvoir négocier les garanties de sécurité autour d'une trêve. Et enfin, mais là, je crois que c'est un acquis un peu pour tout le monde, c'est pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. J'aimerais juste qu'on revoie quand même, et Paul, peut-être qu'on peut les recommenter ensemble, ces images de Vladimir Poutine en treillis, qui s'est donc rendu dans cette région de Koursk hier qu'on évoque là, en treillis, sur
on peut dire sur la ligne de front? C'est une base militaire. Là, les lignes rouges qu'on voit sur le tableau, c'est la couleur, le rouge des bases militaires en Russie. Là, c'est le poste d'entrée de la base militaire. Donc, c'est une base militaire. Je suis pas sûr qu'elle soit si proche que ça du front. A priori, Ouais. c'est au moins dans la région de Koursk. En tout cas, le calendrier n'est pas un hasard. Il s'y rend alors qu'on va lui porter un projet de cessez-le-feu de 30 jours. Effectivement, le message, c'est plutôt on va le faire à nos conditions, même si, et il faut rester prudent, on ne sait pas de quand datent ces images. Oui, on ne sait pas de quand elle date, et on l'a déjà vu. Le seul exemple, moi, que j'ai en tête de Vladimir Poutine sur le front, c'est quand, il y a 2 ans, il me semble, il est allé dans la région de Donetsk, il est allé à Mariupol, dans la région de Donetsk, et à Lugansk. Et en costume, hein. Et en costume, treillis, moi je crois que c'est la première fois que je le vois en treillis par ailleurs. Et j'avais pu, en allant faire un reportage dans la région, j'étais par hasard tombé, j'avais rencontré un soldat qui avait rencontré Vladimir Poutine, qui lui avait donné une médaille. Il m'avait montré le document avec la signature de Vladimir Poutine. Et en fait, j'avais découvert à cette occasion-là que le Kremlin avait diffusé les images de sa visite dans le Donbass 1 mois après la visite effective de Vladimir Poutine, et que ça avait été fait en une visite et pas en 2 visites différentes dans le Donbass. Donc c'est ce qu'on appelle les boîtes de conserve en Russie. On peut garder ces cassettes de côté pendant quelques temps, Ah oui. et on n'a aucune idée de quand Vladimir Poutine a fait ça. Après, il y a une réaction à l'actualité qui fait que c'est certainement quand même assez récent.